Ici Jean-Philippe Trottier, nous retournons au Midi Actualité sur les ondes de Radio Ville-Marie. Il est maintenant 12h34 et presque 30 secondes. Question à $100. À quoi sert l'Organisation des Nations Unies? Cette structure née des décombres de la Seconde Guerre mondiale et reprenant les idéaux de la défunte Société des Nations, cet organisme s'est donné pour finalité la paix internationale. Ses objectifs sont de faciliter la coopération dans le domaine suivant: droit international, sécurité internationale, développement économique, progrès social, droits de l'homme, point. Précision importante, l'ONU n'est pas un gouvernement mondial et ne légifère donc pas. Ceci dit, elle a récemment épinglé le gouvernement canadien. Mathieu Bocoté nous en parle. Mathieu, bonjour. Bonjour. Vous avez écrit un article dans le Journal de Montréal, je pense, dans votre blog ou quelque part? Oui, Montréal, c'était vendredi dernier. Hein? Et le titre était... Et le titre est éloquent. De quoi l'ONU se mêle-t-elle? Je pense que vous n'êtes pas très à l'aise avec l'ONU. Non, mais il faut dire que l'ONU est une organisation qui a une vocation première légitime, c'est-à-dire d'assurer le sens d'être un forum où se discutent entre les nations les questions liées à la guerre et à la paix. Oui. Alors, de ce point de vue, qui se désolera qu'il y existe un tel forum? On commémore ces jours-ci la crise des missiles de Cuba. Je crois que c'est un moment où l'ONU a pu servir grandement la paix entre les nations. On parle d'octobre 62, là. Oui, bien sûr. Mais ce qu'on devrait voir aussi, c'est que l'ONU a tendance à vouloir à étendre de plus en plus ses, je dirais, ses domaines de responsabilité. Et se mêle de plus en plus de la politique étrangère, de la politique intérieure des différents États occidentaux, et finalement se transforme en agence donneuse de leçons et prétend de plus en plus finalement devenir une espèce de pôle de gouvernance mondialisée. Pas un gouvernement mondial, mais une forme de gouvernance mondialisée. Mathieu, ce que je critiquais. Oui, mais Mathieu, vous dites qu'elle met son nez dans les affaires intérieures des pays occidentaux, mais aussi des pays africains, asiatiques, sud-américains. On n'est pas les seuls visés. Alors, il n'y a pas de doute là-dessus. Effectivement, l'ONU se mêle d'un peu tout, mais c'est justement la question de savoir quelle est la mission de l'ONU, quelle est sa véritable vocation. Maintenant, vous diront, comme je le dis, c'est un espèce d'espace de normalisation des relations entre les pays pour éviter qu'une tension dégénère en guerre. En guerre, évidemment. Alors, en l'espèce, l'ONU s'est prononcée contre un des comités, d'ailleurs, de l'ONU s'est prononcé en défaveur de la loi sur les jeunes contrevenants du gouvernement Harper. Oui, en disant justement qu'ils allaient finalement, le gouvernement Harper allait contre les droits de l'homme à cause de sa politique sur les jeunes contrevenants. Et là, bon, espèce de surprise, parce qu'on peut se dire, est-ce que l'ONU est en droit de s'ingérer dans les affaires intérieures du Canada, de dire le débat politique canadien, où il y a des conservateurs, des néo-démocrates, des libéraux, des gens de gauche, des gens de droite, qui débattent à l'intérieur d'une enceinte parlementaire des questions liées aux droits réservés aux jeunes contrevenants, aux punitions réservées aux jeunes contrevenants. L'ONU arrive et dit finalement le débat politique ne compte plus. Le débat politique et démocratique n'est plus légitime. Pourquoi? Parce que à partir de notre autorité morale surplombante, nous regardons ça et nous disons finalement il n'y a qu'une vision légitime du droit. C'est nous qui l'apportons, et le Canada sort des paramètres, des corridors qui sont ceux du droit version ONU. Alors, à cela, je réponds à la question, quel est le siège de la démocratie? Est-ce que le Canada est encore un lieu où peuvent se débattre des orientations sur les jeunes contrevenants, ou est-ce qu'ici, on doit prendre des commandes à l'ONU et à sa bureaucratie des droits de l'homme? Mathieu Bocoté, en lisant votre texte, ce que vous dites maintenant soulève 3 problèmes fondamentaux, je pense. Vous faites allusion déjà à un, et j'aimerais bien qu'on y revienne. Rapport moral et politique, ou culture et politique également, d'une part. D'autre part, souveraineté nationale. Et troisièmement, le multilatéralisme. J'aimerais bien, si vous permettez, qu'on aborde ces 3 problèmes-là successivement. Moral et politique. On vous lit souvent, Mathieu, je vous connais assez bien. Pour vous, le politique prime la morale. Le politique, c'est ce qui est collectif. La morale, c'est ce qui est privé. Je dirais la morale a une dimension collective, bien évidemment. Il y a des normes qui s'appliquent à tous et ainsi de suite. Mais et le politique, par ailleurs, c'est l'instance du collectif, évidemment. Mais je dirais, du politique, il faut simplement rappeler que ce n'est pas la morale. C'est une chose. Quelquefois, il y a des liens entre la morale et la politique à faire. Évidemment, on peut espérer moraliser la politique, mais on ne peut pas fondre la politique dans la morale.
Première chose, et de ce point de vue, j'ajouterais une chose, les droits de l'homme aujourd'hui, tels qu'on les définit, tels qu'on les entend, prétendent confisquer tout le champ de la morale. Donc la question de la morale qui touchait autrefois la question des mœurs, bien évidemment la question des règles de droit, la question aussi des coutumes, des valeurs. Aujourd'hui, les droits de l'homme prétendent confisquer tout ce champ de réflexion et ensuite, plus encore, les droits de l'homme étendent toujours de plus en plus leur aire d'application. Donc, les droits de l'homme, autrefois, c'était, appelons ça, les droits fondamentaux, le droit que la police n'entre pas chez moi sans mandat pour confisquer quoi que ce soit. Aujourd'hui, les droits de l'homme, c'est de plus en plus une philosophie très précise qui donne une manière de se comporter politiquement, donc en matière d'éducation, de santé, de traitement des aînés, de gestion de l'immigration et ainsi de suite. Donc tout entre sous le signe des droits de l'homme et des droits fondamentaux. Ce qui veut dire finalement que le désaccord politique est de moins en moins possible parce que dès que vous êtes en désaccord avec quelque chose, vous êtes en désaccord avec les droits fondamentaux. Mais je veux bien, Mathieu Bock-Côté, mais en même temps, il y a beaucoup de femmes dans d'autres pays qui ont bénéficié de ces droits de l'homme, enfin homme avec un grand H. Oui, je veux dire, on peut pas quand même. Il y a des règles élémentaires. Il y a des règles élémentaires qui ont été. Qui s'en désolera? Le problème, c'est lorsqu'on, je dirais, lorsqu'une conception du droit qui est la nôtre, on cherche ou encore qui est celle des autres, dans certains cas, on cherche à l'appliquer politiquement comme si la souveraineté nationale ne comptait plus, comme si chaque culture n'avait plus une forme d'autonomie suffisante pour s'auto-gouverner, pour s'auto-réguler. Et c'est l'autre point que vous soulevez, la question de la souveraineté nationale. Oui. C'est-à-dire, aujourd'hui, on cherche de plus en plus à réduire l'espace d'application de la souveraineté nationale, comme s'il s'agissait d'une notion désuète, d'une notion périmée qui n'était plus légitime. Or, pour la pensée politique démocratique classique, la souveraineté nationale, c'est le siège de la souveraineté populaire et vice-versa. On ne peut pas congédier l'une sans congédier l'autre. Oui, je veux bien, Mathieu Bock-Côté. Est-ce que j'adhérerais en principe à ce que vous dites, mais d'un autre côté, je reviens à la morale, ou sans principe architectonique, sans principe supérieur qui règle les rapports entre les États aussi. C'est le plus fort qui va manger le plus faible aussi. Il faut quand même une autorité morale supérieure qui dise attention. Une autorité morale? Est-ce que ça doit être une autorité politique? Et par ailleurs, une autorité morale. Est-ce que l'ONU est véritablement cette autorité morale? Ça, c'est une... vous parlez d'un Vatican de la morale, effectivement. Quand on sait qu'à l'ONU se retrouvent souvent les pires dictatures qui trouvent là un espace de légitimation de leur conduite, quand on sait qu'à l'ONU, il y a souvent, dans les instances même qui protègent les droits de l'homme, les pires des dictatures, est-ce que l'ONU est en position vraiment de faire la morale à ce point-là? Et par ailleurs, toujours dans cette perspective, quand l'ONU nous dit « nous sommes arrivés, la communauté internationale, à un consensus sur la définition de nouveaux droits ». Bon. Alors, c'est une formule très belle, très généreuse, mais quand on va inspecter un peu ce qui se trouve derrière ça, eh bien, ce sont souvent des bureaucraties, des agences transnationales, des activistes et ainsi de suite, qui produisent du droit international, ou à tout le moins qui produisent des documents qu'ils présentent comme du droit international sacralisé. Mais Mathieu Bock-Côté, est-ce que vous n'êtes pas en train de pécher par excès de pureté? L'ONU, forcément, là où il y a de l'homme, il y a de l'hommerie, là où il y a de la femme, il y a de la femmerie aussi. Je veux dire, partout en politique, partout, dès qu'il y a 2 ou 3 personnes qui sont réunies, commence la politique et la politicaillerie. Ah oui, mais il n'y a pas de doute là-dessus. Donc forcément, une autorité qui se dit morale a forcément des tâches. Mais qu'il y ait des normes morales qui transcendent les souverainetés nationales, oui. Je crois que c'est une vérité acquise du 20e siècle. En fait, qu'on a récupéré d'avant la modernité et qui s'applique aujourd'hui. Hein, les droits de l'homme, de ce point de vue, s'inscrivent dans la longue histoire du christianisme. On a quelquefois tendance à l'oublier. C'est vrai. Cela dit, les droits de l'homme doivent-ils transcender moralement la souveraineté des États, pour peu qu'on ait une définition, je dirais, nuancée des droits de l'homme, peut-être, doivent-ils les transcender politiquement et permettre, comme je le dis, une aliénation généralisée des souverainetés nationales au nom d'une gouvernance mondialisée qui prétend se substituer à la diversité du monde, à la diversité des cultures, à la diversité des États, à la diversité des morales aussi, parce que les grands principes universels de la morale sont culturalisés différemment par chaque peuple et ainsi de suite, ou à tout le moins par chaque civilisation. Donc l'ONU a une espèce de tendance à homogénéiser ces problèmes, à les simplifier à outrance et à se présenter comme un gouvernement moral supérieur. Pourquoi? Parce que supranational. Le supranational est ici générateur de légitimité. Mathieu Bock-Côté, vous me tendez vraiment une perche que je saisis très facilement. Alors, la lapidation des femmes au Nigeria,
comme c'est un truc culturel, on ne se mêle pas de ses affaires intérieures. Eh bien non, justement pas. Parce que c'est la lapidation des femmes, c'est un bon exemple, si je puis dire, lorsqu'on transgresse les libertés les plus fondamentales, les libertés élémentaires, le droit à la sécurité physique et ainsi de suite. Donc je ne suis pas ici en train de dire charbonnier et maître chez soi. Je ne suis pas en train de dire, de plaider une forme de relativisme culturel qui dit chaque culture s'enferme dans son système moral, son système normatif et personne n'est en droit de juger. Je ne dis pas ça. Je dis que l'ONU devrait porter justement ces valeurs universelles. Or, aujourd'hui, elle ne se contente pas de ça. C'est-à-dire que au nom d'une intervention sur la question de la lapidation, qui est nécessaire, qui est indispensable, elle se donne aussi le droit d'intervenir ensuite sur le mode de gestion de nos, des jeunes contrevenants, je l'ai mentionné, la gestion de la diversité, les rapports hommes-femmes dans les démocraties occidentales, et au nom finalement des pires horreurs qu'elle condamne légitimement, elle prétend réguler de plus en plus des comportements sociaux. Mathieu... Or, la question qu'on peut se demander, c'est à quel moment y a-t-il une démesure? Je crois qu'elle arrive assez rapidement. Mathieu, est-ce que je crois, en une parenthèse, est-ce que je crois entendre dans vos propos une critique en filigrane de la Cour suprême du Canada? Ah, mais aussi, il n'y a pas de doute là-dessus. La judiciarisation du politique est quelque chose qui m'inquiète à l'intérieur du Canada. Alors imaginez à quel point ça m'inquiète quand ça prétend s'opérer au niveau transnational, au niveau post-national, dans des agences où les peuples ont un contrôle très limité, hein, parce qu'il faut se demander ça. Quand quelque chose se décide dans la bureaucratie onusienne, ce que le général de Gaulle appelait le machin. Le machin, oui. Ben, quand quelque chose se décide là, eh bien, le contrôle des peuples sur ces nouveaux droits, sur ces nouvelles normes élaborées en comité onusien, eh bien, le contrôle des peuples est assez limité. Mathieu... Oui, excusez-moi, le temps file malheureusement. Et je voulais aborder le troisième point, le multilatéralisme. Je ne crois pas que vous soyez que vous êtes un ennemi du multilatéralisme, mais comment est-ce que vous agencez le souci de souveraineté nationale avec les obligations multilatérales? J'ai l'impression que vous êtes plutôt dans le bilatéralisme, ou de nation à nation, plutôt que par l'entremise de plusieurs nations. Oui, en fait, par l'entremise de nation en nation, par l'entremise de plusieurs nations, alors tout ça, ça peut me convenir. Ce que je trouve dangereux, c'est lorsque des organisations transnationales se créent et ne prétendent plus simplement favoriser les relations harmonieuses entre les États-nations, mais prétendent quelquefois se substituer à la souveraineté de chacune de ces nations. Et ça, c'est ce qu'on voit par exemple en Europe. C'est un autre problème. Mais l'Europe prétend créer un intérêt européen transcendant et neutralisant finalement les intérêts nationaux. Alors qu'est-ce qu'on voit? Mais ça crée encore une fois une bureaucratie communautaire immense qui prétend se substituer aux intérêts nationaux. Mais ce qu'on découvre au terme de tout cela, c'est qu'il n'y a pas de peuple européen au singulier. Il y a des peuples européens, il n'y a pas de peuple européen au singulier. Pourquoi? Parce que ces grandes organisations transnationales ou post-nationales qui prétendent incarner le progrès, souvent sont tout simplement détachés de l'histoire, déracinés de l'histoire. Ce sont des créations idéologiques qui prétendent se substituer au réel. Mais grâce à on est dans cette situation, eh bien, ce n'est pas du multilatéralisme, c'est tout simplement une confiscation de souveraineté. Mais grâce à ce machin, grâce à ces trucs transnationaux, hypernationaux, enfin comme vous voudrez, c'est quand même grâce à l'UNESCO, par exemple, qu'on a l'exception culturelle, dont les Québécois et les Français bénéficient énormément. C'est grâce à l'ONU qu'il y a les casques bleus. Je veux dire, tout n'est pas blanc ou noir. Bien sûr que non, tout n'est pas à condamner, mais quant à l'exception culturelle, c'est une étrange manière que vous avez de présenter ça. La véritable exception culturelle, c'est la souveraineté nationale. C'est-à-dire la possibilité pour une nation de déterminer comment elle s'ouvre, jusqu'à quel point elle s'ouvre. Oui, mais vous n'allez pas pleurer sur le fait que... Je veux bien, Mathieu, mais vous n'allez pas pleurer sur le fait que les Québécois et les Français ont réussi à arracher ça des Américains, surtout. Non, la question n'est pas là. La question, dans la mesure où un système onusien, ou tout le monde dans ce cas-là, c'est pas le système onusien, dans ce cas-là, c'est la mondialisation des marchés qui s'installe. Oui. L'exception culturelle, c'est l'autre nom d'une restauration discrète d'une parcelle de souveraineté dans un système qui n'est plus fondé sur la souveraineté des nations. Mais l'exception culturelle n'est rien sans une exception politique correspondante, c'est-à-dire le droit pour chaque peuple de déterminer quel sera son monde commun. Je veux bien, mais quand même, et j'insiste sur ce point-là, Mathieu Bock-Côté, c'est grâce à l'appui de nombreux pays africains, sud-américains, que les Québécois et les Français ont réussi à imposer ça face aux géants américains. Ah ben oui, mais il n'y a pas de doute là-dessus. Donc le multilatéralisme a joué. Capable de restaurer des segments de souveraineté. Et ce n'est pas dont je me désole. Ce dont je me désole ici, c'est qu'il faille justement arracher ici et là, grappiller des petits morceaux de souveraineté
des petites aires d'autonomie, finalement, dans ce nouveau système, plutôt que de reconnaître en soi la valeur de cette souveraineté nationale, qui ensuite pourrait être modérée pour mille et une raisons. Mais aujourd'hui, je constate qu'il ne s'agit plus de modérer la souveraineté nationale, il s'agit de restaurer des parcelles de souveraineté dans un système qui la censure. Mathieu Bocoté, dernière question typique de journaliste. En une minute, quelle est votre solution? Ah ben, mon Dieu. Alors, s'il y avait une solution en 60 secondes, d'un coup, je l'écrirais, je la dirais, je deviendrais très riche. Or, ce n'est pas encore le cas. Mais en un mot, appelons ça, situons ça au niveau des principes pour un instant. Oui. Il faut limiter la prétention des agences onusiennes à s'intégrer, à vouloir contrôler la vie intérieure des nations, la politique intérieure des nations, et recentrer l'ONU sur sa mission fondamentale, qui est celle de préserver la paix dans le monde et de condamner, lorsque c'est nécessaire, des régimes qui non pas transgressent une vision A, B, C ou D des droits de l'enfant dans ce cas-là, mais tout simplement qui transgressent les droits de l'homme les plus élémentaires, comme on le voit dans certaines dictatures. Et on va finir là-dessus, puisqu'il fait chaud aujourd'hui, et ça me rappelle un jeu de mots des Onusiens que, quand ils vont se baigner, ils vont à l'ONU. Hein, et ils mettent pas de maillot de bain. Mathieu Bocoté, merci infiniment. Dans une semaine, on se voit? Au grand plaisir.